Bonjour, aujourd'hui nous voyons ensemble le cours sur les exceptions et les interruptions. Le processeur et la mémoire centrale seuls ne suffisent pas, on a besoin de périphériques d'entrée et de sortie pour entrer et afficher les informations. Mais il y a un problème, nous n'avons qu'un seul bus de données et d'adresses qui était utilisé entre le processeur et la mémoire. Comment faire pour adresser les périphériques ou lire des données à partir du clavier et de la souris par exemple, ou envoyer des données vers l'écran pour les afficher? Les périphériques et la mémoire utilisent les mêmes plages d'adresses. Comment peut-on différencier les adresses des périphériques et de la mémoire dans le code d'un programme? Dans l'architecture Intel, on utilise des opérations différentes. Par exemple, in et out pour les entrées-sorties et move pour la mémoire. On peut aussi utiliser les entrées-sorties mappées en mémoire. Dans le Apple II, on utilisait des plages d'adresses différentes. Par exemple, la plage d'adresse de C000 en hexadécimal à CFF était destinée au périphérique et ne faisait pas partie de la mémoire. Par exemple, l'adresse C010 est celle du clavier, tandis que C030 est celle du haut-parleur. En MIPS, c'est la même chose, l'adresse du clavier est C000. Le CPU peut envoyer et recevoir des données à partir des périphériques. Les périphériques sont connectés au CPU via les bus d'adresses et de données. Chaque périphérique est identifié par un numéro unique appelé adresse. La question est, comment le CPU peut-il savoir s'il a reçu une donnée à partir du clavier ou de la souris? La méthode numéro 1, la scrutation ou le pooling, qui consiste à vérifier continuellement chaque périphérique grâce à une boucle. Chaque composant ou périphérique d'entrée-sortie a des registres pour fournir des informations d'état et de contrôle. Ces registres d'état sont continuellement testés par le CPU pour savoir si la prochaine opération d'entrée-sortie est prête. Par exemple, lorsqu'on tape un caractère du clavier. On peut voir ici le registre qui va recevoir la donnée, par exemple le caractère A, et ici les registres de contrôle et d'état. Le CPU pourra lire ou écrire dans ces registres en activant le signal Read ou Write et en utilisant l'adresse du périphérique. Comme les entrées-sorties ne fonctionnent pas à la même vitesse que le processeur, cette interrogation gaspille une grande quantité de temps CPU. Ce dernier serait très inefficace s'il attendait constamment auprès des organes lents. Donc l'idée est quand le périphérique aura besoin du processeur, il va lui envoyer un signal pour l'interrompre. Le CPU va arrêter sa tâche, s'occuper du périphérique et ensuite retourner à la tâche qu'il était en train d'effectuer. Ce signal est appelé interruption. Comme on voit dans cette figure, le CPU peut être occupé à exécuter un programme utilisateur comme les programmes assembleurs qu'on écrit sous Mars. Lorsqu'il reçoit une interruption, il arrête le programme, donc il exécute l'interruption et après il revient vers le programme pour le terminer.
Cependant, avant de s'occuper de l'interruption, il devra sauvegarder les valeurs des registres et ensuite, au retour de l'interruption, il devra restaurer ces valeurs pour pouvoir continuer le programme correctement. Comme nous ne savons pas quand une exception se produira, le gestionnaire des exceptions doit se situer à une adresse connue. Le processeur doit connaître à l'avance cet emplacement. Méthode 1. Une adresse unique pour un gestionnaire maître. Dans les premières architectures MIPS, le gestionnaire d'exception est situé à cette adresse qui devrait examiner le registre cause et appeler la routine du gestionnaire approprié. Donc ici, nous avons la mémoire et ici, nous avons le gestionnaire d'exception ou aussi appelé Exception Handler. L'Exception Handler est un programme qui va lire les valeurs des registres de cause et d'état afin de connaître le type d'exception, si c'est une exception de clavier ou d'écran ou bien une erreur d'overflow par exemple, afin de savoir la traiter correctement. Dans la méthode numéro 2, nous avons un vecteur de handler d'interruption, c'est-à-dire que nous avons plusieurs handlers d'interruption selon le type des interruptions. Chacun pourra être adressé selon le numéro de l'interruption, par exemple 200, 300, 400, etc. Dans la méthode numéro 3, nous avons aussi des gestionnaires d'interruption différents pour chaque type d'interruption. Et nous avons aussi une table qui contient les adresses qui pointent vers ces gestionnaires d'interruption. L'adresse vers cette table doit être connue. Le terme interruption peut désigner les interruptions matérielles, c'est-à-dire du clavier et de la souris ou de l'écran, et les exceptions qu'on peut subdiviser en trappe et faute et arrêt. Donc les trappes, appelées aussi interruptions logicielles, se produisent lorsqu'une instruction spéciale détourne le programme vers un autre programme, comme syscall, par exemple. Les fautes, donc une faute se produit quand le processeur détecte une erreur durant le traitement d'une instruction, comme la division par 0 ou opcode invalide. Pour les interruptions matérielles, une ligne externe détourne le programme en cours vers un autre programme, en général un pilote de périphérique. L'interruption matérielle peut être masquable, c'est-à-dire que l'utilisateur peut forcer le programme à ignorer temporairement certaines interruptions ou à les autoriser. Elles peuvent être aussi non masquables comme le signal reset. Voyons maintenant les exceptions dans MIPS. Afin de mettre en œuvre les mécanismes de protection nécessaires pour un système d'exploitation multitâche, le processeur possède deux modes de fonctionnement, le mode utilisateur et le mode superviseur. Dans le mode utilisateur, certaines opérations privilégiées ne sont pas possibles, afin d'isoler l'utilisateur des détails de la machine. Quant au mode superviseur, ou aussi appelé kernel, ces opérations système sont possibles. Ces deux modes de fonctionnement imposent d'avoir deux catégories de registres. Les registres non protégés, c'est-à-dire les registres T0, T1, ainsi de suite, et les registres protégés, accessibles seulement en mode superviseur. Ces registres se trouvent dans le coprocesseur 0. Il y a deux coprocesseurs en MIPS, le coprocesseur 0
et le coprocesseur 1 pour les nombres flottants. C'est le coprocesseur 0 qui nous intéresse. Le coprocesseur 0 contient plusieurs registres, mais ce qui nous intéresse, ce sont seulement ces 4 registres. Premièrement, le SR, le registre d'état ou Status Register. Il contient le bit qui permet de définir le mode superviseur ou utilisateur, ainsi que les bits qui permettent de masquer les interruptions. Deuxièmement, le CR, le registre de cause ou le Cause Register. Il permet de savoir le type d'interruption ou d'exception qui vient de se passer. Troisièmement, le EPC, registre d'exception ou Exception Program Counter. Il contient l'adresse de retour PC+4 si c'est une interruption. Mais si c'est une exception, il contient l'adresse de l'instruction fautive. Et enfin, le BAR, registre d'adresse illégale ou Bad Address Register. En cas d'exception de type adresse illégale, il contient la valeur de cette adresse. On peut accéder aux valeurs des registres du coprocesseur 0 grâce à 2 instructions. MFC0, Move from Coprocessor 0, transfère le contenu du registre du coprocesseur 0 vers un registre du CPU, par exemple MFC0, le registre T3 et le registre 14 du coprocesseur 0. Donc, cette instruction permet de copier la valeur du registre 14 qui est dans le coprocesseur 0 vers le registre T3 du CPU. Et nous avons MTC0, Move to Coprocessor 0. Donc c'est le sens inverse. Elle permet de copier dans un processeur, dans un registre du coprocesseur 0. Voyons en détail le registre CR, Cause Register. Les 2 premiers bits sont pour les interruptions logicielles. Ces bits sont pour le code d'exception. Et ces bits sont pour les interruptions. Si un bit est égal à 1, ça veut dire qu'il y a une interruption. Et si elle est égale à 0, il n'y a pas d'interruption. Pour les codes d'exception, donc voici les exceptions. Donc si la valeur est égale à 0, ça veut dire que c'est une interruption. Si elle est égale à 4, ça veut dire que c'est une adresse illégale. Pour la valeur 5, c'est une adresse illégale mais en écriture, etc. Deuxièmement, nous avons le registre SR, le registre d'état. C'est un registre de 32 bits. Nous avons le bit IE qui permet d'autoriser ou de désactiver les interruptions en général. Nous avons le bit KU qui définit le mode ou bien utilisateur ou bien superviseur. Le IEP, ça veut dire l'état précédent du IEC qui est courant. Et le IEO est un état encore plus ancien ou dit old. Quant au IM0 jusqu'à 7 sont pour autoriser ou désactiver des interruptions en particulier. IM0 et IM1 sont pour les interruptions logicielles et le reste sont pour les interruptions matérielles. Quand une interruption se produit, on exécute le gestionnaire d'interruption en mode superviseur avec désactivation
des interruptions. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le bit IE sera égal à 0 et le bit KU sera égal à 0 pour le mode superviseur. Les anciennes valeurs de IE et de KU doivent être décalées. Lorsqu'une exception survient, comment le processeur va-t-il la traiter? Il existe 4 types d'événements qui peuvent interrompre l'exécution d'un programme: les exceptions, les interruptions, les appels système syscall et break et le signal reset. Premièrement, les exceptions. Les exceptions sont des événements anormaux, le plus souvent liés à une erreur de programmation comme l'overflow ou la division par zéro, qui empêche l'exécution correcte de l'instruction en cours. La détection d'une exception entraîne l'arrêt immédiat de l'exécution de l'instruction fautive. Ainsi, on assure que l'instruction fautive ne modifie pas la valeur d'un registre visible ou de la mémoire. Les exceptions ne sont pas évidemment masquables. L'exception est traitée comme ceci. Lorsqu'une exception est détectée par le processeur, ce dernier sauvegarde l'adresse de l'instruction fautive dans le EPC. Il sauvegarde l'ancienne valeur du registre d'état, current, old et previous. Il passe en mode superviseur et masque les interruptions. C'est-à-dire qu'on a le QU qui est égal à 0 et le IE qui est égal à 0. Écrit le type de l'exception dans le registre de cause, CR, et branche à cette adresse qui est celle de l'exception handler. Remarque, il n'est pas nécessaire de sauvegarder une adresse de retour car on ne retourne pas au programme original qui contient l'instruction fautive. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une exception survient? Donc ici, nous avons le processeur et ses registres, le program counter et le stack pointer. Ici, nous avons le coprocesseur 0 avec ses registres EPC, CR et SR. Ici, nous avons la mémoire. Donc, en premier, nous avons l'exception handler qui débute à partir de cette adresse. Ici, nous avons la pile. Et ici, nous avons le programme utilisateur qui était en train de s'exécuter. Jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'instruction en rouge qui a l'adresse N. Donc, c'est cette instruction qui a provoqué l'exception. Que va-t-il se passer? Donc, premièrement, le processeur termine l'instruction en cours. Deuxièmement, il sauvegarde le PC plus 4 dans EPC. Donc, on était à cette instruction, à cette adresse N, donc on sauvegarde N plus 4 dans le registre EPC. On désactive les interruptions dans le registre d'état et on active le mode superviseur. Donc, dans le registre d'état, on met 0 dans IE pour désactiver les interruptions et 0 dans KU pour activer le mode superviseur. On se branche vers le gestionnaire des interruptions à cette adresse. Ça veut dire qu'on met l'adresse du gestionnaire d'interruption dans le programme counter. Donc ici, on exécute la routine de l'exception. Donc on exécute le programme de l'exception handler. Et dans certains cas, on retourne au programme de l'utilisateur. Mais comme par exemple dans l'overflow, on ne retourne pas. On passe maintenant aux interruptions. Les interruptions sont des événements asynchrones provenant généralement de périphériques externes. Elles peuvent être masquées
en globalité ou une à une, individuellement. Le processeur possède 6 lignes d'interruption externes. Elles sont inconditionnellement écrites dans le registre de cause CR. Elles sont prises en compte à la fin de l'exécution de l'instruction en cours si elles ne sont pas masquées. Cette requête doit être maintenue active par le périphérique tant qu'elle n'a pas été prise en compte par le processeur. Lorsqu'une interruption survient, le CPU sauvegarde le contexte et l'adresse de retour PC+4 dans le registre EPC. Sauvegarde l'ancienne valeur du registre d'état SR, passe au mode superviseur, c'est-à-dire KU égale à 0, et masque les interruptions, c'est-à-dire IE égale à 0 dans le registre d'état. Écrit qu'il s'agit d'une interruption de le registre de cause, CR, et branche à l'adresse de l'interruption handler. Donc voici les étapes à faire lorsqu'une interruption survient. Premièrement, le processeur termine l'instruction en cours, sauvegarde PC+4 dans le registre EPC, donc ici dans le coprocesseur 0, désactive les interruptions, IE égale à 0, active le mode superviseur, donc ici dans le registre SR, donc met le code d'exception dans le registre de cause à 0. Donc pourquoi on met 0 dans le registre de cause? Donc comme on avait vu tout à l'heure dans le tableau des codes d'exception. Donc on met 0 lorsque c'est une interruption. On se branche vers le gestionnaire des interruptions, c'est-à-dire qu'on affecte cette adresse à la valeur du PC. On exécute le gestionnaire d'interruption. Ensuite, on retourne pour terminer le programme utilisateur. On passe maintenant aux interruptions logicielles. Le processeur R3000 possède aussi un mécanisme d'interruption logicielle. Il existe 2 bits, IP0 et IP1 dans le registre de cause CR. Ces bits peuvent être affectés à 1 ou à 0 grâce à l'instruction MTC0. Première interruption logicielle, nous avons l'interruption syscall. Voici un exemple comment utiliser syscall. Deuxième interruption logicielle, l'instruction break. Elle permet de poser des points d'arrêt à un programme. Les deux instructions syscall et break sont exécutables en mode utilisateur. Elles effectuent les opérations suivantes. Premièrement, sauvegarde de l'adresse de retour PC+4 dans EPC, sauvegarde de l'ancienne valeur du registre d'état SR, passage en mode superviseur et masquage des interruptions dans le registre d'état, écriture de la cause du déroulement dans le registre de cause et branchement vers l'exception handler. Et enfin, nous avons l'instruction reset. Le processeur possède également une ligne reset dont l'activation pendant au moins un cycle entraîne le branchement inconditionnel au logiciel d'initialisation. Cette requête est très semblable à une ligne d'interruption externe avec les différences importantes suivantes. Donc, elle n'est pas masquable. Il n'est pas nécessaire de sauvegarder une adresse de retour. Le gestionnaire de reset est implanté à l'adresse suivante. Dans ce cas, le processeur passe au mode superviseur et masque les interruptions dans le registre d'état. Ensuite, il se branche au gestionnaire du reset à cette adresse.
On a parlé de l'appel des interruptions. Maintenant, on passe au retour des interruptions. Comment le retour est-il effectué? Avant de reprendre l'exécution du programme original qui a effectué l'appel système, il est nécessaire d'exécuter premièrement l'instruction RFE, Return from Exception. Cette instruction effectue la restitution de l'état précédent du registre d'état SR. Voici le code qui permet de retourner d'une interruption. Donc, premièrement, on copie la valeur du registre EPC, donc 14, dans le registre K0 par exemple, avec l'instruction Move from coprocessor 0. Ensuite, on effectue l'instruction RFE, Return from Exception. Ensuite, on se branche à l'adresse contenue dans K0. Voici le code du retour d'une trap. C'est la même chose, sauf qu'on retourne vers l'adresse EPC plus 4. Et merci de votre attention.